Bonjour à tous et bienvenue dans Les Experts. Pendant une heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors, on va parler de vol, de folklore, de bulles, de lasagne et d'arômes. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Elle suit l'actu du jour, même le matin pour le soir. Bonjour Vanessa Lhuillier. Bonjour. Entre 2 passages en com politique, il voyage et écrit des livres et des posts. Bonjour Hugo Polliard. Bonjour Jean-Jacques. Elle suit l'actu de la région pour la capitale. Bonjour Pauline de Glume. Bonjour Jean-Jacques. Et il multiplie les magazines en papier glacé comme Lobby ou Grand Place. Bonjour Paul Grosjean. Bonjour Jean-Jacques. Alors on commence par cette opération de police spectaculaire, c'était le week-end dernier, au Globe Aroma, une association qui accueille des sans-papiers. Reportage Thomas Dufrane et Camille de Kecker. Ces images datent de vendredi soir. 700 papiers sont interpellés par des membres des polices fédérales et bruxelloises. Ils profitaient des activités artistiques du centre d'accueil pour réfugiés. C'est à ce moment-là que les policiers ont fait irruption, prétextant un contrôle de l'inspection sociale. La première personne à qui j'ai demandé, ils ont dit ça. Et puis, par après, une demi-heure après, je pense, j'ai encore une fois demandé à d'autres policiers, c'est quoi ici? C'est pas une inspection sociale? C'est quoi comme contrôle? Vous êtes qui? Et puis, ils m'ont dit, affaires étrangères faisait aussi partie du contrôle. Aujourd'hui, l'opération pose question. Les institutions culturelles se mobilisent. Elles craignent d'être la nouvelle cible des contrôles de police. Est-ce qu'aujourd'hui je dois avoir peur de produire ça? Est-ce qu'aujourd'hui les participants, les potentiels participants à ces ateliers doivent avoir peur de faire ça? Certainement en tout cas, parce que le gouvernement a donc commis un acte terroriste au sens littéral du terme. Il a fait peur aux initiatives citoyennes, à nos métiers. Nos métiers, c'est de poser des questions. L'affaire prend également une tournure politique. Pour faire la lumière sur le but de l'opération, le ministre flamand de la Culture a demandé des explications à Jan Jambon, ministre de l'Intérieur. On peut certainement contrôler des personnes sans papier, mais si on le fait dans une action groupée, sous l'excuse de l'inspection sociale, je pense qu'il y a quand même un grand problème démocratique. De son côté, Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, a demandé un rapport sur le rôle de la police de la capitale dans l'opération. Fait beaucoup de bruit, Vanessa Lhuillier, beaucoup de signatures, beaucoup de cartes blanches. Comment expliquer cela? Mais on sait très bien que le monde artistique est déjà de toute façon un monde qui se mobilise d'habitude pour les causes des sans-papiers, des immigrants, des réfugiés. Donc forcément, quand on touche à ça, déjà on est sur un terrain qui est assez favorable. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on se demande un petit peu quand même quel a été réellement le but de l'opération. En tout cas, on nous laisse dans un flou artistique, si je puis dire. Ou même une semaine après, on n'a toujours pas de réponse sur l'implication réelle des forces de police locales ou ce genre de choses. Donc ça reste quand même assez particulier, je trouve. Hugo Polliard. Oui, je pense qu'effectivement, la meilleure position, c'est de faire comme Philippe Claus ou le ministre Gatt, c'est de voir un petit peu ce qui s'est passé réellement, demander des explications et un rapport. Parce qu'évidemment, en attendant d'avoir ces informations-là, il y a le récit médiatique qui se met en place, il y a une polarisation où on a l'impression qu'il y a un méchant gouvernement qu'on traite même de terroriste, c'est quand même pas un mot... c'est l'acte qui est terroriste. Oui, enfin, qui a commis un acte... c'est ça. Voilà, qui a commis un acte, mais on a entendu ce mot-là dans la bouche aussi du directeur du Théâtre National aussi en radio, donc c'est assez surprenant. Enfin, il pourrait pas faire de Voice plus tard, mais cette espèce de polarisation entre les très très gentils et les très très méchants fait qu'on n'a plus jamais l'information. Donc effectivement, s'il y a eu un contrôle spécifiquement vers un milieu, c'est inacceptable. S'il y a eu un contrôle qui n'était pas prévu pour être un contrôle de migrants et qu'il l'est devenu, c'est à vérifier. S'il y a eu de la violence, c'est inacceptable. Mais on ne peut pas non plus considérer le milieu artistique comme épargné de l'application des lois. Pauline de Glume. Oui, pour ce qui est d'épargner le milieu artistique, d'avoir des zones sanctuaires, c'est ce que les assos demandent. C'est le CNCD 1111, je crois, qui a demandé qu'on ne fasse pas de contrôle dans les zones de culture loisirs, même près des écoles, tout ça. Je ne vois pas vraiment concrètement comment on peut le mettre en place. C'est vrai, parce qu'alors, ça veut dire qu'on ne doit plus faire aucun contrôle d'identité dans des zones comme aux abords des écoles, donc je ne vois pas vraiment comment c'est praticable. Après, il y a bien aux États-Unis des villes qui sont des villes entièrement sanctuaires, comme Berkeley, qui refusent de collaborer avec la politique mise en place par le fédéral. Donc pourquoi pas trouver un moyen comme ça d'épargner, que ce soit des secteurs ou même
Voilà, apparemment, toutes les communes votent le soutien aux associations. Donc, comme ça, on pourrait créer des sanctuaires. Bruxelles, ville sanctuaire pour les sans-papiers. Une idée pour Philippe Claus lundi. Paul Grosjean. Oui, la notion de zone sanctuaire, jusqu'où va-t-elle? Moi, j'ai une question, je ne suis pas juriste. Est-ce que ça concerne les églises? Est-ce que ça concerne les ambassades? Sans doute, ça c'est l'extraterritorialité. Voilà, donc il faudrait peut-être qu'on sache effectivement s'il y a des zones protégées. Voilà, donc il y a un flou artistique, il y a sûrement une maladresse forcément derrière tout ça. Et évidemment, le fait que ce soit des artistes, ça donne une caisse de résonance assez incroyable. Eh bien, on va demander tout de suite l'avis de nos invités politiques. Bonjour, et aujourd'hui, nous recevons Ahmed Elkanouz, qui est député bruxellois CDH, premier échevin en charge de l'emploi et du sport à Molenbeek, et oui, entre autres, et à ses côtés, Fouad Haïdar, premier vice-président du Parlement bruxellois, député SPA, lui, et conseiller communal à Jette. Alors, tout de suite vous demander, d'abord à vous, Ahmed Elkanouz, qu'est-ce que vous pensez de cette opération de police Globaroma, telle qu'on l'a connue? Est-ce que vous pensez aussi que la police ciblait une association culturelle? D'abord, je suis surpris de la réaction tardive du monde associatif. On a vu, il y a encore pas plus tard que hier, je pense, une série d'associations qui sont fendues d'une carte blanche pour dénoncer justement ces actions qui sont menées par la police fédérale en collaboration avec toute une série d'autres services sous la coordination du parquet général. Parce qu'il faut savoir que ce type de contrôle qui se déroule dans le cadre du plan Canal, les fameuses actions Belfi, se font depuis un certain temps. Et j'ai moi-même dénoncé, à travers des missives que j'ai envoyées au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, de contrôles similaires qui sont produits dans les associations molenbeekoises, mais plus particulièrement dans les mosquées, où il y a eu des dérives très graves, d'ailleurs qui n'ont pas été, je pense, suffisamment dénoncées, comme par exemple des contrôles qui sont terminés avec des représentants des forces de l'ordre qui se retrouvent avec des listes de fidèles, non pas des listes de personnes responsables de l'institution religieuse, mais des listes de fidèles qui fréquentent les endroits. De même que dans toute une série d'associations, il y a eu des contrôles qui ont été dans un premier temps, qui sont déroulés de manière totalement excessive et même, je dirais, injustifiée, et très peu de réactions, je dirais, aussi bien du monde du barreau de Bruxelles, par exemple, que du monde associatif, ou d'une manière plus générale du monde politique. Vous trouvez qu'il y a 2 poids 2 mesures? Moi, je trouve que nous connaissons aujourd'hui des dérives très graves. Le dernier en date est un exemple parlant de contrôles qui se font d'une manière excessive, ne respectant pas l'état de droit. Rentrer dans une institution culturelle pour contrôler des gens qui participent à un événement, je trouve ça gravissime. D'autant plus que rien n'indiquait qu'il y avait des actes illégaux qui étaient posés. Et la police molenbeekoise ne participe pas donc à ce genre d'opération de plan Canal? En théorie, il n'y a pas de police molenbeekoise, mais je sais que dans certains contrôles qui ont été opérés, celle-ci, à travers une cellule spécifique, a été sollicitée par la coordination qui se fait, je le rappelle, au niveau fédéral. Et vous avez demandé qu'elle n'y participe plus? Je n'ai pas ce pouvoir-là, ni je pense la bourgmestre d'ailleurs, mais il est clair qu'il faut qu'il y ait un débat sur ces dérives qui remettent en question certains, je veux dire clairement, qui remettent en question l'état de droit, parce que nous connaissons ici une situation qu'on n'a jamais connue dans le passé. Moi, j'ai été un peu excessif dans les courriers, mais je pense que l'objectif, c'est de faire réagir. Quand j'ai dit dans mes courriers que les seuls moments où nous avons connu des contrôles de ce type dans les institutions religieuses, nous sortions avec les listes des personnes qui pratiquaient, des pratiquants qui fréquentaient ces lieux, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, et on sait très bien où ça a amené. Donc soyons prudents, parce qu'on peut connaître des excès. Ici, ça ne mène au pire qu'au centre 127 bis. Dans ce cas-ci, mais il y a d'autres cas quand même où il y a eu, je suis désolé, rentrer dans une institution religieuse, sortir avec la liste des gens qui pratiquent, c'est faire à un moment donné, lister les gens d'une certaine confession, et ça c'est inacceptable et c'est très grave. Fouad Haïdar. Écoutez, je suis content que les gens se réveillent un petit peu, puisque ce sont des contrôles qui existent depuis des années. On parle du plan Canal, très bien. Mais avant le plan Canal, il y a eu des contrôles intempestifs que j'ai moi-même condamnés, comme a fait mon collègue Elkanouz, par rapport à ces établissements, pas simplement les mosquées, mais aussi les établissements commerciaux où on rentrait avec des chiens pendant que les clients étaient en train de manger, contrôle général, et ça touche tout le monde, tous les restaurateurs, des commerces, pendant les marchés. Donc il y avait une manière, une méthode comme ça qui est utilisée à petit, au fait. Et je pense que c'est pas spécialement la NVA qui a mis les choses en place. Je pense qu'il y a eu des gouvernements aussi précédents, et ça je veux le dire très clair, qui ont peut-être permis certains terreaux, ont mis un terreau qui ont permis effectivement de pouvoir permettre à certains de
chaque fois d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, la NVA, avec ses gros sabots, vient dire, voilà, écoutez, j'exécute ce que pensent les citoyens, c'est-à-dire d'aller contrôler, à chercher chaque personne en séjour illégal là où il pourrait le trouver. Je pense que ici, les méthodes qui ont été utilisées sont des méthodes qui sont rejetables. La seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est que c'est des méthodes qui existent depuis des années et que tout d'un coup, comme ça touche une association bien spécifique, on a l'impression que tout le monde se lève avec les pattes arrière. Je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Vanessa Lullier. Mais ce n'était pas le but à la base de ce contrôle. On n'est pas, enfin, d'après ce qu'ils expliquent en tout cas, et le programme de Belfi, ce n'est pas de dire on va contrôler les sans-papiers, c'est on va contrôler une association, c'est une inspection sociale. On peut même faire venir l'AFSCA à un moment donné, c'est ce qu'ils expliquaient. Donc on n'est pas dans le but de dire, comme vous pouviez dire avant la Seconde Guerre mondiale, on va faire un listing des gens qui sont ici et Non, c'était pas le but, effectivement. Mais néanmoins, il y a eu j'ai parlé de dérive. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes tous d'accord, nous sommes gestionnaires de la chose publique, nous avons des responsabilités à tête de communes ou de régions. L'objectif, c'est effectivement que les choses fonctionnent normalement dans le cadre du respect des règles légales, dans le respect des lois. Et donc, contrôler d'une manière horizontale pour en faire en sorte que toutes les structures associatives ou commerciales, etc., respectent la loi. Mais évidemment, nous sommes demandeurs de cela. Ce qui est inacceptable, c'est qu'on cible, je dirais, un secteur particulier ou une communauté particulière avec les dérives que je viens d'évoquer, qu'on sorte d'une association avec la liste des gens qui fréquentent l'association. C'est inédit, c'est du jamais vu. Et le seul moment où on a connu ça, j'ai rappelé l'époque. Moi, je voudrais juste rajouter une petite chose, c'est que dans une journée, il y a 24 heures et les contrôles peuvent se faire en amont. Je pense qu'il n'est pas utile, pendant que les gens sont en train d'assister à un spectacle et venir passer un bon moment en famille, de se retrouver avec des policiers sur la scène pour venir contrôler les personnes qui sont là. Donc je pense que j'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des contrôles. Il y a des choses, il y a des gens qui doivent respecter les règles, c'est clair. Mais ici, pourquoi contrôler en plein milieu d'un spectacle? Il y a une exposition, les gens sont là, ils viennent profiter d'un bon moment en famille ou entre amis, et puis tout d'un coup on arrive. On n'aurait pas pu venir avant que l'exposition s'ouvre, on n'aurait pas pu les contrôler juste après. Et je pense que le moment a été bien ciblé, choisi et médiatisé de manière effectivement à criminaliser une partie de la population, et ça on en a marre. Hugo Polliard. Oui, je confirme qu'il vaut mieux attendre le rapport et les éclaircissements sur ce qui s'est réellement passé avant d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un petit peu rapide. Attention. Je vais préciser ma pensée. Je n'ai pas fait le lien avec le dernier contrôle. Je parle de contrôles précédents qui sont déroulés dans des mosquées, entre autres, où on est sorti avec la liste de personnes qui fréquentaient ces lieux de culte. Et ça, je peux confirmer effectivement que c'est un gros problème quand on voit effectivement qu'on exige lors des contrôles et qu'on demande une liste des gens qui sont membres des mosquées. Je pense que là, il y a un autre problème. On est en train de contrôler la législation par rapport au moniteur belge, ce qui doit être respecté ou pas. On n'est pas ici pour voir qui vient prier dans une mosquée ou dans une église ou dans une synagogue. Ça ne le regarde pas. Je pense qu'ils ont le droit de faire le contrôle, mais à des manières. Et je pense qu'il y a eu des dérives et le ministre de l'Intérieur était bien conscient de ça. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pour une fois, c'est un expert qui dit qu'il faut attendre les résultats d'un rapport et les politiques qui veulent déjà réagir beaucoup plus vite. C'est une première sur un sujet. Eh bien, je vous propose de passer à notre sujet suivant, où on reste toujours dans nos institutions. On va parler des institutions bruxelloises souvent critiquées, trop compliquées, trop soumises au recours, trop morcelées. Un exemple parlant avec cette initiative qui, en 2 ans, n'arrive toujours pas à démarrer. Reportage d'Aline Jacobs et de Yannick Van Gansbeek. Comme vous pouvez le voir, la camionnette est là, elle est fonctionnelle. On a nos 2 machines à laver, nos 2 séchoirs, les réserves d'eau. Elle a tout pour fonctionner. La Bulle, cette wasserette mobile, est prête à partir aider les sans-abri de Bruxelles. Mais malgré des accords comme avec le CPAS de Saint-Gilles, ce lavoir sur roue reste bloqué dans cette cour. Les bénévoles ne trouvent pas de raccordement d'eau et d'électricité. Ces raccordements sont souvent des raccordements forains, par exemple, sur les places de marché. Et puis les raccordements électriques, pareil, ce sont des armoires électriques qui sont soit gérées directement par l'opérateur d'électricité ou bien par les communes. Entre les autorisations de raccordement et de stationnement, régions et communes se renvoient la balle. Du côté du gestionnaire d'électricité Sibelga, on estime avoir proposé une solution suffisante. Nous avons montré les points d'alimentation électrique disponibles un peu partout à Bruxelles et que la SBL Bulle pourrait utiliser. Mais pour s'y brancher, la SBL doit demander des autorisations aux communes où se trouvent ces bornes électriques. Tout ne dépend pas de Sibelga. Vivaqua précise de son côté que le dossier est examiné, des lourdeurs administratives qui ne sont pas adaptées à ce type de projet nomade. Nous constatons que les règlements ne sont pas là pour faciliter les choses à des gens qui, comme nous, arrivent pour servir un maximum de gens dans un maximum d'endroits de la région.
Créé en 2015, le projet, financé en partie grâce à des subventions de la région, est donc bloqué. Mais les dizaines de jeunes à l'origine du projet ne désespèrent pas. On va essayer de faire appel à des institutions privées ou particulières. On va insister encore auprès des communes pour qu'elles nous laissent accès à ces boîtes électroniques. Une bulle qui pourrait prendre son envol vers Ixelles dès la semaine prochaine, mais rien n'est encore certain. Alors Pauline de Glume, on voit l'argent des subsides de la région, des communes qui n'arrivent pas à répondre dans les temps, Sibelga qui tient encore d'autres discours, et du coup, on n'arrive à rien. Oui, c'est un bel exemple, et c'est évidemment très dommage dans ce cas-ci avec des jeunes bénévoles qui avaient un beau projet. Mais c'est ce qui arrive à peu près tout le temps à Bruxelles, et pour des matières bien plus larges. Moi, je pense tout récemment au plan régional de stationnement, l'ordonnance est prise, les arrêtés aussi. C'est pour harmoniser, avoir les mêmes règles partout. Puis finalement, les communes doivent prendre des plans d'action communale de stationnement, des PACS qu'elles sont toutes en train de prendre. Et on a des communes qui disent « Ah oui, nous on prend cette partie-là, mais pas cette partie-là ». Et c'est le cas de la commune des Verts, qui est la commune du ministre-président. Donc on a des gens qui votent une ordonnance au Parlement, qui sont d'accord sur le principe, puis qui disent « Ah ben non, ça, la sectorisation, on ne va pas faire parce que nos citoyens ne sont pas pour ». Et donc voilà, ça c'est... Est-ce que ce ne serait pas plus simple, Fouad Haïdar, de fusionner les 19 communes ou les 19 échevins de la mobilité ? Vous savez, j'ai eu une discussion avec des commerçants qui me disaient « Mais vous avez le SPA, la mobilité à Bruxelles ?» J'ai dit « Vous savez, si on avait la mobilité à Bruxelles, je le saurais. » Je dis « Vous savez, il y a 19 échevins de la mobilité et chacun décide un petit peu dans sa commune comme il a envie, dans certains axes, de les développer ou pas. » Donc je pense qu'effectivement, ça a amélioré effectivement certaines conditions. Est-ce que c'est la solution miracle? Non, ce n'est pas la solution miracle, mais je pense que ça pourrait faire avancer beaucoup de choses. En revenant maintenant sur les 19 bourgmestres, il n'y en a aucun des 19 qui a accepté qu'on puisse avoir accès à l'eau et à l'électricité sur les bornes, c'est qu'on a 19 salauds qui gouvernent, quoi. Parce que là, il y a un problème. Je vais être très difficile et très dur par rapport à ça. Ça ne concerne pas les 19, puisqu'ils veulent chaque fois être à des endroits où ils sont sûrs de trouver des migrants. Je dis simplement que je généralise pour rester très clair par rapport à ça, mais vous me dites effectivement que cette commune, la première étape, c'est Ixelles. Ok, je serais étonné, Madame de Fourny refuserait effectivement de donner l'électricité et l'eau à cette organisation. Je serais très étonné. Elle, dans son cas, il y a eu un obstacle en plus, qui était le fait que la cabine électrique de la place Flagey a brûlé et que donc c'est difficile de trouver un autre endroit pour mettre la borne électrique. Donc il y a à chaque fois des raisons. Mais ça, c'est exceptionnel. Oui, voilà, mais il y a d'autres communes aussi. Ahmed El Khanous, est-ce qu'on pourrait fusionner les 19 échelons de la mobilité? N'exagérons pas, mais qu'il y ait une coordination, qu'il y ait une cohérence dans les politiques menées. Bien évidemment, nous sommes tous demandeurs. Mais on n'y arrive pas. Aujourd'hui, je rappelle qu'il y a eu, il n'y a pas si longtemps, un groupe de travail qui a été mis en place pour faire transférer du niveau communal vers la région certaines compétences et vice-versa, dans le but justement de simplifier les choses, que ce soit en termes de mobilité, en termes de nettoiement de l'espace public. Aujourd'hui, vous avez des communes où des rues sont nettoyées et on s'arrête à la limite où passe une voirie régionale et celle-ci n'est pas entretenue par exemple en 2-3 jours et ça laisse un sentiment... C'est ridicule, c'est plus que ridicule. Donc il y a effectivement, je dirais, un travail qui a été effectué, il y a des décisions qui ont été prises, mais je constate que la mise en œuvre de ces décisions n'est pas encore effective partout et par rapport à toutes les compétences. Par rapport au cas qui nous concerne aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas se baser sur ce cas-là pour mettre en avant tous ces problèmes de coordination, de synchronisation des matières en région bruxelloise. Ici, c'est un cas très spécifique. Oui, mais il y a d'autres cas. Je m'occupe par exemple des marchés dans ma commune. L'installation sur l'espace public nécessite effectivement des autorisations et il n'y a pas des prises et des arrivées d'eau dans toutes les rues, dans toutes les places. Donc il faut vraiment qu'il y ait une concertation avec les communes et très objectivement, je ne pense pas que les communes vont s'opposer à un tel projet. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que toutes les communes acceptent que le type de public qui va utiliser, je dirais, ce service qui a été mis sur pied par des bénévoles et financé par le CAL avec l'argent effectivement de la région bruxelloise. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. On commence par Molenbeek. Toi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais évidemment, parce qu'on n'a pas eu de demande. Moi, j'ai découvert ça sur votre... Donc, à Molenbeek, si ces gens-là veulent venir... On va leur dire de venir chez vous. Je suis convaincu que la bourgmestre et l'ensemble des membres du collège les accueilleront à bras ouverts, bien évidemment, et on leur proposera des endroits où il est possible de se brancher. Voilà déjà qui est très constructif, merci. Vous êtes échevin de l'emploi, vous avez dit, entre autres. Entre autres, oui, tout à fait. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des échevins de l'emploi différents dans toutes les communes et un ministre de l'emploi au niveau régional? Exemple précis. L'intérêt d'abord, c'est d'avoir une très très bonne connaissance de la situation dans les quartiers, dans la commune. J'ai par exemple avec ce qu'on appelle les organismes de première ligne, je pense à la mission locale à Molenbeek Formation, on a des contacts immédiats
avec les demandeurs d'emploi. Et je rappelle que Molenbeek se dispute la première et la deuxième place avec Saint-Josse, donc on a le taux de chômage le plus élevé en région bruxelloise. Et donc ça permet, avec cette proximité, de pouvoir justement mener des politiques qui correspondent... Donc vous faites mieux le boulot que la région. Je ne dis pas qu'on fait mieux, parce qu'on dépend aussi des moyens qui sont dévolus par la région. La région, à travers le ministre Gozouin, a l'obligation de coordonner les actions et de réfléchir à des actions au niveau macro et pouvoir en faire bénéficier au niveau local. Et tous les outils qu'on retrouve au niveau des communes, ce sont des outils qui dépendent d'ordonnances, entre autres régionales. Vanessa Lhuillier. Mais votre argumentaire, du coup, justement, sur l'emploi, on peut le faire également par rapport à la mobilité. On pourrait dire c'est cette question de la proximité qui rentre en ligne de compte. Vous dites, voilà, en étant échevin de l'emploi avec ma mission locale, je connais mieux mon public et donc je peux mieux cibler. L'échevin de la mobilité, lui, connaît son quartier. C'est évidemment, si on change le sens d'une rue, ce que ça va créer. Donc on est vraiment sur le même type d'argumentaire. Donc vous êtes pour la fusion à un moment donné, mais pas... Non, moi je suis... Corrigeons, je n'ai jamais abordé la question de... Pas en même temps. Moi je suis clair pour une fusion. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'échevins de la mobilité, trop d'échevins de l'emploi, et ainsi de suite, et ça finit pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut résumer les choses. On doit être beaucoup plus concret, et je pense plus efficace. Et je crois que coordonner nos forces vont nous permettre d'avancer. Mais quand on a 10 chemins de l'emploi, 19 chemins de l'emploi, ça peut être très bien au niveau local, ça permet d'avoir des chiffres, mais les chiffres, nous les avons. Ce n'est pas pour ça que le chômage a diminué à Molenbeek, bien au contraire. Alors, Paul Grosjean. L'intérêt, c'est de placer un maximum de copains au niveau communal, au niveau régional. Donc moi, je suis pour le plan SPA, je le dis clairement. Il faut fusionner. Et je constate une chose, c'est que les francophones sont des purs municipalistes. Et je suis désolé, ceux qui ont la vraie dimension régionale, ce sont les néerlandophones et également les personnes étrangères, entre guillemets, à Bruxelles, notamment les Français, qui ont une vision régionale de Bruxelles. Ils n'en ont rien à cirer de la vision communale et des problèmes de tuyauterie institutionnelle, etc. Et donc, on écoute un peu les néerlandophones, une fois pour toutes. Ils ont une vision de Bruxelles et sont les seuls qui se battent pour l'ensemble de la région. Alors ça, Ahmed Elkanou, vous allez répondre à ça. Ça fait sursauter, évidemment, mais bon, c'est le débat historique, je dirais, qui est porté par les Flamands, qui rêvent justement de cette grande... Pas seulement, pour le Grosjean, oui, mais bon, flamand. Malheureusement, il y a parfois... Je suis un traître, moi. Non, ça, je vous laisse responsable de vos propos, mais en tout cas, vous épousez des thèses qui sont contestées par l'ensemble du monde politique francophone, parce qu'il faut recadrer justement... Sauf que nous sommes des Bruxellois. Il n'y a ni flamands ni francophones. En tant que Bruxellois, nous réfléchissons comme Bruxellois. En tant que Bruxellois francophones, nous ne sommes pas prêts à accepter les oukases qui nous viennent de Flandre, qui rêvent justement de faire une fusion globale. À terme, mais non, absolument pas. Je pense qu'il y a quand même l'autonomie des communes qui est consacrée par la loi et qui correspond aussi à une réalité historique. Et on ne peut pas aujourd'hui venir proposer une fusion généralisée pour répondre à certains besoins d'une certaine élite flamande. Bruxelles, il est tout à fait possible, il est tout à fait possible de maintenir les communes en améliorant le fonctionnement, en améliorant je dirais, la concertation entre communes sous l'égide de la région. Ça se fait dans d'autres régions du monde. Et je vois pourquoi ici, à Bruxelles, pour répondre à un agenda flamand, nous accepterions cette fusion. C'est incroyable de dire ça. Non, mais je veux dire, uniquement pour contrer les Flamands, on n'a pas d'ambition. On n'a pas d'ambition parce que ça pourrait faire plaisir aux Flamands. Mais non, ce n'est pas parce que l'objectif... On a une position bruxelloise, en fait. Absolument pas. On ne peut pas être bruxellois. Moi, je suis un Bruxellois, je défends ma capitale, je vais à Bruxelles. Non, tu es porteur d'un discours qui vient de Flandre. C'est comme par rapport au survol de Bruxelles. Mais pourquoi vous dites ça? Moi, je survol de Bruxelles, je donne un exemple par rapport au survol de Bruxelles, par exemple. Moi, je défends ma position en tant que Bruxellois. Je défends les Bruxellois. Je ne défends ni la Flandre ni la Wallonie. Et donc, je pense que c'est ça la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui. On doit se voir en tant que Bruxellois. Et ces discussions de flamands, de francophones, l'intérêt des Bruxellois en avant. Et puis le reste, on verra. L'intérêt des Bruxellois passe par le maintien des communes, par une simplification, par une meilleure coordination, mais pas par une disparition des communes. Est-ce qu'on peut diminuer le nombre de députés, par exemple? Parce qu'on a dit que les Flamands bloquaient toujours ça. Toi, Daïda, est-ce que c'est vrai? Très clair à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a aucun souci. On pourrait diminuer le nombre de néerlandophones comme les francophones. Je pense que moi, j'ai pas de souci, j'ai pas de tabou là-dessus. Du contraire, c'est ton parti. Non, il n'y a pas de mon parti. Mon parti est très clair là-dessus. Je m'excuse, tu ne connais pas mon programme. C'est très bien. Je suis très clair là-dessus. S'il vous plaît. Pour calmer un petit peu le débat, je voudrais revenir au mot. On utilise le mot lasagne, et moi j'aime beaucoup les mots. Et si on utilise le mot lasagne, et si on comprend tous directement à quoi ça fait référence, si on a trouvé un surnom pour parler de ça, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a un problème. Et je voudrais insister sur un autre aspect dont on ne parle pas, c'est le déficit. Il y a un double déficit démocratique à Bruxelles.
Le premier, moi j'habite dans une rue où à 5 mètres c'est XL, de l'autre côté c'est la chaussée, c'est la région, et à 2 pâtés de maison c'est 1000 Bruxelles, c'est l'avenue Louise. Mon quartier, mon bassin de vie, c'est 4 pouvoirs différents. Il y a les élections communales. Pourquoi est-ce que j'irai voter? À quoi ça sert? Le bassin de vie est représenté par 4 instances et donc je n'ai accès qu'à une seule. Il n'y a pas... Bon, alors il y a 19, effectivement, échevins de la propreté et une ministre, donc ça nous fait 20 personnes. Moi, je ne suis pas anti-politique, je ne veux pas réduire le personnel politique pour le plaisir, mais avec ces 20 personnes qui s'occupent de la propreté à Bruxelles, j'imagine qu'on est la capitale la plus propre d'Europe. C'est pas possible autrement. Donc il y a une espèce de déni aussi d'un côté, de conservatisme pour ne pas reconnaître qu'il y a des changements importants à faire au niveau institutionnel à Bruxelles. Pauline de Blum. Moi, je tique un peu sur le fait qu'on puisse dire que toute la classe politique rejette ça, parce que j'ai l'impression que c'est plus du tout le cas chez les jeunes élus. Je pense que c'est beaucoup sur les personnes qui sont au pouvoir dans les communes et qui sont échevins de ça. Mais dans les partis, quand on parle aux personnes qui sont plus jeunes, qui n'ont pas forcément encore des fonctions exécutives, quand même, le discours a changé. Et parfois dans les oppositions aussi. Oui, et je pense que dire que c'est une demande flamande, on ne pourra plus tenir longtemps comme ça, parce qu'en fait, cette demande-là, maintenant, elle est multiple et elle vient de beaucoup d'acteurs différents. Rapidement, je laisse un petit mot de conclusion à Ahmed El Khanouch. Je dirais réfléchir sur une amélioration du fonctionnement de nos institutions, qu'elles soient communales, régionales, mais nous sommes tous demandeurs, évidemment. Mais on ne peut pas accepter les oukases qui viennent d'ailleurs, qui ont pour finalité de pouvoir mettre Bruxelles dans une situation qui la rendrait, je dirais, qui la mettrait pas sur un même pied d'égalité que les autres régions du pays. Elles ne viennent plus d'ailleurs. Enfin, moi, je suis bruxelloise et c'est vrai que comme de plus en plus de Bruxellois, je suis sensible à cette volonté. Et les Flamands de Bruxelles ne sont pas d'ailleurs. Je crois qu'il faut être, et je crois qu'il faut être cohérent. Les Bruxellois avant tout. On a vu que le plan SPA et le plan écolo ont été très très mal reçus côté francophone, de manière générale. Donc, ce que vous dites est intéressant. Il faut pouvoir discuter de tout. Alors, je crois qu'on aura l'occasion, sur ce plateau, et peut-être même ailleurs, d'en rediscuter. Et je voudrais vous proposer maintenant notre rubrique tête d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux 4 visages qui ont fait l'actualité de la semaine, et vous allez en choisir un des 4 qui vous plaît, ou qui vous ne plaît pas. On va commencer par vous, Fouad Haïdar. Je commence avec le célèbre Johnny Hallyday, la veuve et les grands-enfants se disputant l'héritage de l'idole, Bruno Daillé qui, tel Don Quichotte, se lance dans la quête de la libération du trou, Roland Van Overmeren qui symbolise une mauvaise passe pour Oxfam, ou l'humaniste et homme de télé décédé Paul Damblon. Qui choisissez-vous? Johnny Hallyday, Bruno Daillé, Roland Van Overmeren ou Paul Damblon? Moi, j'ai choisi Bruno Daillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éthique, que j'ai longtemps collaboré avec lui dans différents dossiers. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a de l'éthique, quelqu'un de correct et que je respecte beaucoup. Et vous trouvez que son livre, donc c'est un peu le sujet de la semaine, on parle de lui parce qu'il sort un livre sur « Faut-il libérer du trou ?» C'est un débat qu'il faut avoir? C'est un débat, c'est une discussion. Maintenant, est-ce qu'on condamne les gens à vie? Ici, c'est insupportable ce qui s'est passé, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au moins il ouvre le débat. Un expert veut réagir? Sur Bruno Daillé, non. Il y a beaucoup de questions sur le rôle des avocats aujourd'hui. Je crois qu'il faut avoir de la pédagogie et réexpliquer qu'un avocat défend son client. Voilà. Paul Grosjean. Oui, mais justement, ça soulève une question déontologique. D'ailleurs, j'étais étonné parce que l'autre jour à la RTB, je voyais le bâtonnier de Bruxelles qui trouvait ça tout à fait normal. Qu'un avocat défende une thèse sur l'application des peines, ça je suis tout à fait d'accord, mais qu'il utilise son propre client pour argumenter, ça je trouve ça quand même un peu étonnant comme démarche. Alors vous, Ahmed El Khanouch, je vais vous proposer Julie, la fille gantoise de Claude François, Jawad Ben Daoud, le logeur culte des terroristes repartis libres de son procès, ou Éric Drapier, un autre Français, patron d'assaut, qui tente de nous fourguer ses rafales, ou le ch'ti Danny Boone, qui reconnaît habiter depuis 2 ans à Uccle, je pourrais rajouter Christian Clavier, qui lui est à Saint-Gilles. Alors, Ahmed El Khanouch, qui choisissez-vous? Julie, Jawad, Éric ou Danny? Moi, je prends Jawad. Oui. Pourquoi, oui. Parce qu'effectivement, il nous a étonnés par ses premières déclarations après ces dramatiques événements qu'on a connus à Paris. Ou même pendant son procès aussi. Même durant son procès, il s'est fendu des déclarations oui. qui ont fait rire certains. Moi, il ne m'a pas fait rire, je vous le dis honnêtement. Mais je le prends pour, je dirais, comme exemple, parce que ce qui est intéressant ici, c'est que malgré l'état d'esprit général de la population, la justice a pris une position courageuse, basée justement sur des règles de droit. Est-ce qu'on a des éléments de culpabilité? Non.
on la quitte. Il y a un recours qui est en cours. Ça montre que malgré l'état d'esprit général, malgré, je dirais, le côté assez dur de ce dossier, la justice a assumé une position qui a été rendue à l'issue de ce procès. Et ça, je voulais évidemment le saluer. Très bien. Avec notre partenaire Transparencia et Cumuléo, on vous pose aussi chaque fois une petite question concernant plutôt la commune ou la région. Ahmed Elkanous, pour vous, c'est une question concernant la commune. On attend une publication du détail des mandats dérivés à Molenbeek que Françoise Kepmans avait promis. Apparemment, ce n'est pas encore le cas. Alors, pour donner le bon exemple en tant qu'échevin de Molenbeek, est-ce que vous accepteriez de publier d'ici une semaine, par exemple, les rémunérations de tous vos mandats avec les frais, les avantages, les frais de vos voyages à l'étranger, tout ça dans le cadre de vos mandats? Mais il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas qu'on va le décider. Ça a déjà été décidé il y a belle lurette. Oui. Et nous avons dû, tous les membres du collège, rentrer justement tous les détails de tous nos émoluments ainsi que les différents mandats que nous occupons, qu'ils soient rémunérés ou gratuits. Ce sera publié quand? Dans les prochains jours, l'administration se charge de collecter les infos. Moi-même, j'ai rendu toutes les infos nécessaires, donc ce sera fait. Donc, Transparencia se rassure. Très prochainement, ils auront accès à toutes ces infos qui sont déjà publiques depuis très longtemps, ceci dit. Parfait. Fouad Haïdar, alors vous, dans votre cas, est-ce que vous êtes prêt vous-même à mettre d'ici une semaine à l'agenda du Parlement l'examen du texte sur la transparence? Par exemple, on prévoyait un accès contraignant aux documents publics pour le citoyen là-dedans. Ça devait se faire avant le 31 décembre 2017. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'il y a moyen de mettre ça à l'agenda rapidement? Écoutez, je vais le rappeler à notre collègue Charles Piquet et les autres membres du bureau. Je veux dire, c'est les membres du bureau, le bureau élargi qui décide. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. Et donc, je me targuerai de le rappeler au prochain bureau élargi, comme quoi vous nous redemandez comment ça se fait que ce n'est pas encore à l'agenda. Et je vous promets que ce sera mis à l'agenda. Merci pour vos réponses à tous les deux là-dessus. Et je vous propose maintenant de parler de ce fameux survol qu'on a déjà un peu survolé au début de l'émission. Les avions n'ont pas fini de faire souffrir les Bruxellois et ceux qui habitent autour de Bruxelles. Et la famille royale prochainement. Les communes flamandes attaquent le gouvernement, craignant que l'on favorise les Bruxellois dans le futur plan Belot. Le bourgmestre de Wezenbeek, Frédéric Petit, fait partie des plaignants. Ses explications. Les communes flamandes ont peur que dans le processus de répartition des nuisances, ces nombres de bruit protège de façon excessive Bruxelles et que donc la majorité de la nuisance soit transférée vers la périphérie. Et alors le pompon, c'est bien entendu le forum 2040 de Brussels Airport, où on parle clairement d'allonger la piste 25 gauche ou d'utiliser de façon préférentielle la piste 19 qui vraiment survole à basse altitude l'est de Bruxelles. Et donc ces deux éléments-là font que ces 11 communes ont adressé au ministre un message, par voie de justice, un message très clair en disant: nous vous demandons d'établir un plan de répartition équitable des nuisances, mais vous ne devez pas commencer à être influencé par ces normes de bruit qui risquent bien entendu de concentrer toute la nuisance chez nous. Alors les gens de l'Est demandent qu'on soit équitable. Que demandent les gens de l'Ouest, puisqu'on en a deux ici? Je vais commencer par Fouad Haïdar, parce que vous êtes bruxellois flamand. Est-ce que vous trouvez que c'est mal équilibré entre bruxellois et gens de la périphérie? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous avons un aéroport et qu'il y a un développement économique, ça crée de l'emploi, il faut en stabiliser l'emploi. Mais je pense que les gens ont le droit aussi de pouvoir dormir et de passer une nuit correcte entre 23h et 7h du matin. Et donc je pense que, il faut penser à se dire qu'on ne veut pas de survol de Bruxelles entre 23h et 7h du matin. On n'a qu'à déplacer tous les efforts économiques ou tous les travaux qui doivent être faits pendant ces horaires entre 7h et 23h. Et à côté de ça, il faut disperser, en tout cas, plus équitablement le fardeau la du nuisance. bruit. Et donc, et aussi voir un petit peu les côtés où la population est la plus dense, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers comme que ce soit Schaerbeek ou que ce soit Jet ou que ce soit Molenbeek, où le long du canal où on voit il y a un survol intensif. Vous savez, on parle de 35 000 avions par an, plus de 35 000 avions, c'est quand même énorme. À un moment donné, on doit se dire, qu'est-ce qu'on doit primer? Est-ce qu'on doit mettre la santé publique en avant ou est-ce qu'on doit simplement mettre l'économie? On ne veut pas mettre les uns contre les autres, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le plan de survol aujourd'hui, comme on le voit, il nous inquiète un petit peu, puisque effectivement, on a l'impression que ça va quand même continuer à avoir des normes ou enfin des avions qui vont survoler Bruxelles la nuit. Et ça, c'est en tout cas un langage clair du Parlement,
du gouvernement et des associations qui travaillent comme Air Libre qui disent clair qu'on ne veut plus de survol de Bruxelles entre 23h et 7h du matin. Les Bruxellois sont tous d'accord là-dessus. Oui, Ahmed El Kaddouf. Je dirais que c'est une première, pouvoir fédérer l'ensemble des Bruxellois en faisant fi des partis de majorité opposition, faire participer toutes les associations d'habitants, mais aussi les communes, chose très importante, avoir obtenu une cessation environnementale devant les tribunaux qui demande au gouvernement fédéral de pouvoir se mettre autour de la table avec la région. Je rappelle qu'aujourd'hui, la région n'a toujours pas de signal du ministre de la Mobilité par rapport à ces questions. Il n'a toujours pas trouvé de bureau d'études pour faire l'étude. Hein. C'est étonnant quand même. Et il y a un manque de personnel apparemment. Et donc la question, c'est quand est-ce que cette réunion va pouvoir avoir lieu pour essayer de trouver un consensus qui va trouver ce fameux équilibre entre néerlandophones et bruxellois, bien évidemment. C'est ça, je pense, la priorité. Et la main est du côté, évidemment, du ministre, actuellement, du ministre fédéral. Alors, on a aimé souvent répéter dans ce débat, mais ailleurs aussi, qu'on est dans un état de droit, parfois pas tout à fait. Certains ont dit un état de droit où triomphe la séparation des pouvoirs. Enfin, pas toujours. Notamment quand Jan Jan Bon se plaint des méthodes d'un avocat, Sven Marie, le défenseur d'Abdeslam. Frédéric Craig est avocat et il est professeur de droit public à l'ULB. Et il a fait le point sur les moments où les politiques s'immiscent parfois un peu trop dans les procédures. C'était mercredi dans M. En ce qui concerne, je dirais plus particulièrement les émissions du politique dans le judiciaire, il faut se souvenir aussi de l'affaire Dutroux, au moment où Jean-Luc Dehaene appelait la Cour de cassation à faire preuve de créativité au moment où il était question du désistement du juge Conrod. Je songe encore au Fortisgate, où il y avait eu des allégations d'ingérence de politique, en tout cas de pression de politique à l'égard de magistrats. On est dans le même cadre aujourd'hui, dans le même ordre d'esprit aujourd'hui. Oui, enfin bon, les comparaisons sont toujours boiteuses. En tout cas, ce qu'il importe, et c'est ça, je crois, le message essentiel, c'est que les avocats jouent le rôle de vigie de la démocratie et des droits fondamentaux. Un homme politique peut s'exprimer librement, et je crois qu'il doit le faire, effectivement. Un ministre a le droit de s'exprimer et le devoir de s'exprimer sur des questions qui intéressent les citoyens, mais il ne peut certainement pas s'exprimer dans le cadre d'une affaire en cours en donnant une orientation quant à la solution qui devrait être adoptée. Et par rapport aux magistrats, évidemment, eux aussi ont droit à la liberté d'expression, mais ils sont aussi tenus à un devoir de réserve. Alors, Jan Jan Bon avait raison de s'exprimer ainsi, Hugo Polliard. Alors, Jan Jan Bon, à mon avis, il n'est pas idiot, donc il sait très bien qu'il était en train de faire quelque chose qui n'est pas habituel dans la communication politique, mais c'est typiquement une communication à la Trump. D'ailleurs, Trump, si vous vous souvenez, il a un jour dit, c'est assez étonnant pour un président des États-Unis, il a dit oui, mais je ne m'exprimais pas en tant que président des États-Unis. Il a un compte Twitter personnel où il s'exprime plus librement. Et c'est ce qu'a dit Jan Jan Bon après sa sortie. Il a dit mais je m'exprimais en tant que citoyen. Et donc, la communication à la Trump, c'est quoi? C'est de dire une connerie en sachant qu'elle va rapporter plus qu'elle va faire perdre au niveau du public. Donc, et on le voit ici, effectivement, il y avait une opportunité de dire « Ah, mais oui, mais je comprends votre émotion vis-à-vis d'un cas où peut-être qu'un avocat est en train d'essayer de faire relaxer ou libérer, alors c'est pas du tout le dossier, mais Abdeslam ». Et à moindre frais, puisque finalement, il suffit de se rattraper après, j'ai dit ça en tant que citoyen. Mais c'est une tendance aussi qui est un petit peu normale dans notre monde de libération de la parole avec les réseaux sociaux, où finalement même les citoyens ne comprennent plus que des ministres n'aient pas le droit aussi de s'exprimer librement. Alors, Ahmed El Kaddouf, je dirais, Jan Bon est un récidiviste. Parce qu'aujourd'hui, il fait cette sortie par rapport à la séparation des pouvoirs, qui est très grave à mes yeux. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit par l'avocat et le professeur de l'Université sur votre plateau, mais pour justement faire plaisir à un certain électorat, il a cette tendance à faire des sorties régulières. Je rappelle qu'au lendemain des attentats, il avait annoncé que les musulmans avaient dansé dans les rues de Bruxelles et de Molenbeek. Et donc aujourd'hui, par rapport à un dossier précis où très clairement, il fait une communication envers un certain électorat, mais aussi, je pense, il a quand même ce besoin d'espérer pouvoir influencer le cours du procès, même s'il ne le fait pas directement intentionnellement. Je pense qu'il y a aussi cette volonté-là, et je pense que c'est extrêmement grave ce à quoi nous assistons aujourd'hui par rapport à ce dossier précis. Hugo Polliard. Je voudrais juste préciser que c'est quelque chose qui est très généralisé. Récemment, André Flau a proposé des cours d'arabe ou la promotion des cours d'arabe. Attendez, des cours d'arabe. Et il a dit après,
Oui, mais attention, je ne m'exprimais pas au nom de mon parti, ni au nom du gouvernement, c'était en tant que citoyen. Donc on a exactement dans tous les partis le même type de communication. La gravité n'est pas la même. Hein. Ce que Flau propose d'ouvrir les esprits, c'est le pas vraiment ce que Yann Bonne propose. Hein. Fouadaïda. Vous savez, pour moi, c'est très clair. Il n'a respecté ni la Constitution, ni les lois du peuple belge. Et là, il y a la séparation des pouvoirs, et je pense qu'il doit savoir dans quel rôle il est. Mais je rejoins notre ami qui dit clair par rapport à ça. Ils le font exprès. Ils adorent jouer ce petit rôle de... Écoutez, vous parlez de il, vous parlez de qui? Yann Bonne, je pense, et la NVA en général. C'est vraiment dire, voilà, la population pense d'une certaine manière, ben moi j'ose dire ce que tout haut, ce que les autres pensent tout bas. Et donc, quelque part, dire c'est scandaleux, comment on peut libérer. Et donc, il y a dans la population des gens qui, quelque part, se sentent un petit peu confortés par ce genre de débat et se disent c'est pas grave, ce n'est pas notre électorat. Je pense que la NVA a toujours travaillé de cette manière-là et elle continuera à travailler de cette manière-là. Ça la renforce parfois. Et donc je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ce n'est pas de la communication bête, c'est de la communication bien réfléchie, bien téléguidée pour permettre à certaines personnes de pouvoir les suivre. Mais sur le fond, vous croyez vraiment que ça va changer ça peut permettre à Sven Marie de changer d'avis sur la manière dont il plaide. Et est-ce que le juge va changer d'avis avec ce que Yann Bonne a dit? Je pense que. Donc est-ce qu'on n'est pas ici dans une comédie un peu? Notre collègue. La communication. Mais justement, c'est la communication pure et dure. Et comme a dit notre collègue Canossa tout de suite, par rapport à cet exemple avec Jawad, qu'à un moment donné, la justice a dit voilà, je fais abstraction de tout ça, je ne m'en occupe pas, je fais mon travail. Mais c'est vrai qu'en tant que juge, ce n'est certainement pas évident. Ce sont des gens comme tout le monde, ils se mélangent à la population, ils entendent, mais j'espère qu'effectivement ils resteront sereins par rapport à la décision qu'ils prendront par rapport à ce dossier. Vanessa Lhuillier. On est vraiment dans de la communication pure et simple, c'est-à-dire qu'on essaye d'influencer à un moment donné une décision, enfin effectivement ce qui est très grave au niveau de la séparation des pouvoirs, mais on est juste, enfin on essaye, avant on appelait ça un ballon d'essai éventuellement dans nos cours de journalisme en tout cas, ou de communication politique, on est dans le même ordre d'idées de toute façon, on est vraiment dans une communication, on essaye, ça passe pas, mais au moins on en aura parlé. Alors la séparation des pouvoirs c'est dans tous les sens, hein. C'est pas seulement les politiques par rapport aux juges, mais c'est aussi les juges et les avocats par rapport aux politiques. Là, parfois, vous constatez qu'il y a des problèmes? Je n'ai pas, à ma connaissance, dans le passé, on a connu quelques sorties remarquées, mais pas remarquables, de certains responsables de la justice, mais elles sont relativement rares par rapport à celles du politique. On a eu un débat il n'y a pas longtemps sur la discussion des francs-maçons qui écrivaient à certains juges ou à certains politiques pour faire changer certaines décisions. Donc je pense que ça a toujours existé et ça continuera à exister. Paul Grosjean. Oui, j'ai lu attentivement cette fameuse carte blanche dans l'Écho, Sauvons l'état de droit, et qui rappelle évidemment les principes fondamentaux, et c'est très très utile. C'est 27 avocats qui ont signé. Exactement, et des gens de très très haut niveau, mais je trouve aussi que cette fameuse séparation peut être mise à mal par les avocats eux-mêmes qui terminent leur carte blanche en disant « Pour toutes ces raisons, nous demandons avec fermeté que le ministre de l'Intérieur retire ses propos et présente ses excuses sans délai. » Donc là, ils demandent aux politiques de faire... Donc évidemment, c'est moins grave, je suis d'accord, que ce qu'a dit, entre guillemets, Yann Bonne, mais enfin, ça joue un peu des deux côtés. C'est la phrase de trop, quoi. Voilà, exactement. Hugo Polliard. Cela dit, si les avocats arrêtaient de faire de la politique, le Parlement serait à moitié vide. Hein, donc... Oui, c'est vrai. Et les enseignants aussi. Oui, mais enfin là, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Je ne suis pas avocat. Très bien, je vous propose de passer à un autre dernier sujet qui est un peu le folklore. C'est ça dont on va parler. On nous bassine avec les carnavals. Alors il y a celui de Binche, évidemment, celui de Venise, celui de Rio. Chez nous, c'est à Scarbeck, mais c'est le mois prochain, où cette semaine, il y avait celui du quartier Nord. Reportage Cyprien Houdemont et Béatrice Broutou. C'est la fin de son règne. En quelques minutes, il disparaît dans les flammes. Cri de joie dans la foule, Monsieur Hiver n'est plus. Pour montrer que l'hiver c'est fini. C'est bientôt le printemps. Et ça se fête ensemble, qu'on soit marquise, robot, marsupilami ou adepte des traditions d'ailleurs. En Gilles. En Gilles, mais c'est à Binche ça les Gilles, non? Oui. Non. Pourquoi tu t'es déguisé en Gilles de Binche ici? Parce que je trouve ça chouette, c'est d'être en Gilles de Binche. Confetti compris, c'est sous l'œil attentif de Madame Chapeau et de Raymond Goutals que 500 personnes ont défilé pour cette toute première édition. On veut réveiller le quartier Nord. Donc on a organisé une parade l'année passée, c'était les 50 ans du quartier Nord. Ici on veut maintenant perpétuer ça et donc chaque année on va organiser un carnaval sur ce quartier. C'est pas parce que c'est un quartier qui a une connotation négative qu'il n'y a pas des gens qui y vivent et qui ont un potentiel créatif.
Ici, les personnages de BD ont en tout cas le potentiel de se tenir la main. Le quartier nord semble bien réveillé. C'est magnifique, c'est convivial, c'est tout le monde, toutes les nationalités, il y a un peu, c'est magnifique, on est content, on est fiers d'être là. Et quand ambiance et fierté, il y a ces bons signes pour que cette première édition devienne une tradition. Alors, Pauline, est-ce que ça nous manque, Pauline, ce carnaval à Bruxelles ? J'ai l'impression que c'est pas typiquement bruxellois. Moi, j'ai le souvenir petite qu'on se déguisait à l'école et oui, pour Mardi Gras. Voilà, mais de ne pas avoir eu de gros événements de ce type-là. Mais je ne trouve pas que ça manque. Je pense qu'il y a quand même d'autres grandes villes qui n'ont pas d'ailleurs leur carnaval non plus. Je pense Charleroi, Liège, il n'y a pas de carnaval. Et je crois qu'il ne faut pas vouloir aller singer un folklore qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, nous on a d'autres trucs à Bruxelles. Il y a des événements à foison tous les week-ends, je trouve pas du tout. Enfin, moi, c'est pas du tout un folklore qui me manque. Oui. Hugo Polière, vous voyagez beaucoup ? Oui, je suis choqué. Vous n'avez pas cité Barranquilla en Colombie. Ah non, j'ai oublié. Le deuxième ou le troisième mondial. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la liste des 10 plus grands carnavals du monde, je pense qu'il n'y a qu'un carnaval à Londres ou à Copenhague, mais sinon, c'est toujours dans des villes qui ne sont pas la capitale. Venise, Rio, Barranquilla en Colombie, en Bolivie aussi. Et donc, je ne sais pas si c'est dans les capitales qu'on va trouver les carnavals, et peut-être que c'est dû à l'aspect plus cosmopolite des capitales et qui sont peut-être plus tournés vers des problématiques ou vers le futur que vers des traditions locales. Voilà. Alors, je ne sais pas, Ahmed El Kanous, à Molenbeek, qu'est-ce qu'il y a comme carnaval ? Nous avons toute une série d'initiatives. D'ailleurs, les images que vous nous avez présentées, il y a des associations molenbeekoises qui ont participé. Fait, ouais. Il y avait Philippe Pourreau, d'ailleurs. Mais sachez que derrière un événement comme celui-là, il y a aussi, je suis étonné qu'on n'ait pas cité la Zineke Parade, par exemple, à Bruxelles. C'est 50 000 à 80 000 personnes qui viennent assister à ce défilé qui regroupe à peu près 1500 figurants durant une journée. Mais il faut savoir qu'en amont, il y a des ateliers qui sont mis en place donc en matière de cohésion sociale, en matière, je dirais, de mélange des jeunes issus des différents quartiers en région bruxelloise, en matière, sur le plan économique, les retombées, quand vous avez 50 à 80 000 personnes qui se concentrent dans un endroit, ça consomme, ça mange, etc. Donc il y a, je pense, Bruxelles peut rencontrer ce besoin d'avoir un événement sur une année qui est important durant cette période de carnaval, que pour ces aspects que je viens d'évoquer, pouvoir faire participer un maximum de Bruxelles, parce que Bruxelles, qu'on le veuille ou pas, a une âme. Et il y a un folklore. Dans les Marolles, il y a un folklore. Et je pense que pouvoir coordonner une action en regroupant l'ensemble de ces acteurs sur un moment unique sur l'année, durant la semaine de carnaval par exemple, où toutes ces personnes, ces jeunes et moins jeunes, intergénérationnels, participent à un événement, ce serait intéressant en termes de cohésion, de faire ensemble, et aussi en termes de retombées économiques sur la partie donc de vous êtes plutôt favorable à un carnaval bruxellois. J'y ai participé dans le passé, je peux vous dire que ce sont des moments importants où on met ensemble des jeunes issus de différents horizons qui participent ensemble pour monter un projet, et ça a je dirais des résultats extraordinaires en matière de vivre ensemble en tout cas. Fouad Aïdar. Le bruxellois que je suis, je viens de revenir de Marchand-Famenne, donc j'ai participé avec mes enfants au carnaval, c'était formidable. Mais quand on pose la question de savoir le lien avec le carnaval, c'est qu'on sait très bien que le carnaval a une connotation religieuse, avec le début du carême, et puis le mardi, on passe à l'église, et puis il y a le crucifix, la petite croix, pour rappeler aux gens qu'on n'est que cendre et qu'on retournera à cendre. Et donc tout ce caractère religieux fait que parfois peut-être les gens se déplacent ou se distancent un petit peu du côté religieux. Et je pense que la Zineke Parade est une chance pour dire voilà, c'est ni religieux, c'est simplement folklorique, on se rassemble, les gens, toutes les communautés qui vivent à Bruxelles, qui soient croyants ou pas, ensemble pour pouvoir s'amuser et passer des bons moments. Ça c'est on a le Mayboom qui est en cours, donc c'est quand même une espèce de folklore qui est quand même une tradition qui est là. Bon, c'est pas tellement carnavalesque. C'est pas carnavalesque, mais je veux dire, voilà, on est occupé avec la ville de Bruxelles, avec la bande dessinée, je veux dire, où on passe avec des immenses ballons. Je veux dire, c'est quand même des petits parcours qui permettent aux gens de pouvoir assister à des événements. Pour vous, on n'en a pas besoin. Et donc, pas spécialement pas besoin, je pense qu'on peut améliorer, mais je crois que la Zineke Parade, elle pourrait se faire toute l'année au lieu de se faire toutes les 2 ans. Je crois que vous oubliez une fête qui, à mon avis, ressemble plus au carnaval, c'est la Pride, en fait. Parce que là, tout le monde se déguise et tout est permis, on peut tout dire, on peut tout faire. Paul Grosjean ? Tout à fait d'accord. Bruxelles est une ville cosmopolite, internationale. C'est pas du tout péjoratif, mais ce n'est pas Binche ou Malmedy. Donc effectivement, la notion carnavalesque à Bruxelles est différente dans
une plus petite ville comme Binge ou Malmedy. Et la Gay Pride, je suis tout à fait d'accord. Que la Pride, pardon, autant pour moi. La Pride a cet esprit carnavalesque, ça c'est clair. Elle a peut-être un esprit carnavalesque, mais je pense qu'elle a plus un message politique que carnavalesque. Je pense qu'il est clair qu'il y a à boire et à manger dans cette discussion-là, mais je crois que c'est plus un débat politique qu'il y a derrière que le côté carnavalesque. Fouad Aïda, vous pourriez être présentateur ici à BX1, parce que vous ne saviez pas l'extrait que j'allais présenter maintenant. C'est le carnaval d'Alost, qui est lui aussi très politique, parce qu'on se moque des politiques. Et je voudrais montrer des images de ce carnaval d'Alost qui a eu lieu cette semaine, où il y avait un char, vous voyez, une espèce de Carlos Puigdemont de NCA, qui est le New Catalans Alliancy, donc gros jeu de mots. Et on voit, ils avaient même changé toutes les affiches, et Yann Yambon est devenu Juan Ramon. Ils ont changé tous les noms des gens de la NVA, c'était très très drôle. Et donc, il y a moyen de se moquer de la politique en passant par le carnaval. Voilà. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment le carnaval typique. C'est celui où on peut se moquer de tout le monde. Et comme on est habillés comme des fous, on ne voit pas qui est riche, qui est pauvre, quelles sont les religions des uns et des autres, ou le statut social. C'est ça le carnaval. Voilà. En tout cas, merci d'avoir participé à ce petit débat folklorique. Et maintenant, on en sait plus sur vos goûts en matière de fête à tous les deux. Maintenant, on va passer à nos coups de cœur. Et on va commencer par celui de Vanessa, dans un tout petit endroit. Un tout petit endroit, tout à fait, qui s'appelle le Petit Chaperon Rouge, donc à Etterbeek. Et là, moi, je vous propose un spectacle qui s'appelle Mute, et qui est un spectacle entièrement muet. Donc l'acteur ne parle absolument pas, et il arrive pourtant à vous faire passer des émotions incroyables. On rit et on est très 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 ému à la fin. Il y a vraiment une belle histoire, et c'est vraiment un très très beau coup de cœur. Alors vous, Hugo, vous êtes baladé dans votre quartier, les fameuses 4 communes et la région, et vous avez découvert un nouvel endroit. Oui, je suis souvent à la recherche d'endroits, de ce que j'appelle les havres de paix. Donc, vous savez, c'est ces petits endroits au détour d'un porche ou d'une petite ruelle dans Bruxelles où tout d'un coup vous avez du calme et vous êtes loin du bruit. Et où sont les photos ? Elles sont parties, les photos, je ne les ai pas vues. Donc là, ici, c'est Place Stéphanie. Vous avez un nouveau atelier en ville qui a ouvert récemment et qui est en même temps un concept store où on vend des vêtements. Mais il y a une petite cour là à l'intérieur et tout d'un coup, vous êtes au cœur de Louise et vous n'entendez plus rien, vous êtes au calme. Donc voilà, petit lieu sympa de Bruxelles. Petit lieu sympa. Alors vous, Pauline, un autre petit lieu sympa à Bruxelles. En fait, vous avez découvert un endroit où on pouvait aller manger bio, vous adorez le bio, vous. Hein? Et c'est où cet endroit? C'est pas loin d'ici. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est que donc c'est la cantine de Bruxelles Environnement qui est ouverte au public. Dit comme ça n'a pas l'air très sexy. Si, mais justement, moi j'aime bien le côté l'administration qu'on imagine souvent fermée, austère. Déjà, elle est installée dans ce bâtiment assez récent à Tour et Taxi, que certains ont appelé le Grippin. Et le bâtiment en lui-même, déjà, de pouvoir y rentrer, il est vraiment pas mal, parce que quand on rentre, il y a vraiment cet atrium qui fait tous les étages. C'est complètement vitré, donc pour peu qu'il y ait du soleil, c'est vraiment super beau. Et tout le rez-de-chaussée, tout le premier étage, il ne faut pas du tout de badge, n'importe qui peut vraiment entrer là-bas et se promener. Et donc il y a une cantine, on peut aller manger à prix réduit, c'est un restaurant social, et forcément, comme c'est Bruxelles Environnement, c'est vrai que ça s'inscrit dans la stratégie Good Food de la région bruxelloise. Donc Est-ce que c'est bon ? Et moi, quand j'y suis allée, j'ai été un peu tard, donc il n'y avait pas le plat du jour. Voilà, il ne restait plus le plat du jour, donc j'ai pris un simple sandwich poivron tapenade, mais c'était très très bon. Alors Paul Grosjean, là c'est autre chose, avec vous on va manger chinois en fait. Absolument, donc je voudrais rendre hommage aux Chinois qui viennent de fêter leur nouvel an. En soi, c'est pas très bruxellois, mais ce qui est nouveau, c'est c'est l'année du tourisme entre la Belgique et la Chine. Et donc, par exemple, les Galeries Royales Saint-Hubert sont décorées pour ces fêtes, si je puis dire, idem pour la Grand Place. Et j'invite tout le monde à aller dans l'îlot sacré, si je puis dire, et aller découvrir ces décorations chinoises, entre guillemets, qui créent beaucoup d'atmosphère. Ah bah, très bien. Moi, de mon côté, je voulais vous parler, mon coup de cœur, c'est un livre de photos réalisé par une photographe bruxelloise. Elle s'appelle Nathalie Van de Waal et elle publie un livre qui s'appelle Still There. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit un livre de photos, d'accord, mais où sont-elles? Eh bien, elles sont à l'intérieur, les photos. Elles sont des photos de New York, des photos américaines. Elles sont, je trouve, très très jolies. Je vais essayer de vous en montrer plusieurs. C'est pas son métier, elle n'est pas photographe au départ, Nathalie Van de Waal, mais je trouve qu'elle fait des photos d'ambiance qui sont assez réussies et elle s'est pratiquement auto-éditée, donc c'est très courageux de sa part.
Voilà encore une autre photo pour faire plaisir au carnaval, je suppose. Voilà, donc ça s'appelle Style d'air. Et je vais peut-être demander à nos invités si eux ont une idée de quelque chose à faire à Molenbeek, par exemple dimanche ou la semaine prochaine. Molenbeek, il y a un endroit qu'il faut vraiment visiter lorsqu'on vient dans le Molenbeek historique, c'est le Brassard, qui est installé dans un rez-de-chaussée d'un bâtiment appartenant à la commune. Ils sont installés d'une manière temporaire le temps que les travaux débutent, ça va durer un an et demi. Il faut savoir qu'ils ont une programmation culturelle et artistique, qu'il y a moyen de découvrir des artistes, d'assister à des expositions autour d'un verre, etc. Mmh. Et c'est un lieu de brassage culturel. On va venir des gens, des francophones, des néerlandophones, des gens de tous les horizons, toutes les cultures. Et donc, c'est à visiter absolument lorsqu'on vient à Molenbeek. J'ai une idée de débat pour le brassard. Un débat sur la lasagne bruxelloise, peut-être. En mangeant une lasagne. Ils en proposent de temps en temps. Voilà. Et vous, Fouad-Aïda, est-ce que vous nous proposez de visiter les travaux de la place du Miroir à Jette ou bien autre chose? Vous êtes le bienvenu à aller les visiter, mais franchement, tous les 5 propositions que vous avez mises sont intéressantes et j'invite les téléspectateurs à aller les voir. Mais mon coup de cœur, je le laisse à mon épouse. Ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Et donc, comme ça, la Saint-Valentin, je prolonge. Et donc, je vais redécouvrir mon épouse. Très bien, mais merci en tout cas à vous tous pour vos coups de cœur, originaux, inédits pour certains. Je vous souhaite un bon week-end et lundi, on se retrouve avec, dans l'interview, Joël Maison, que j'interviewerai à 12h45. Bon week-end. Merci à vous.